à tous, je m'appelle Sébastien Chounavel, je suis en première année de doctorat à l'Université de Bruxelles auprès du groupe de recherche en rhétorique et argumentation linguistique. Je vous prie de bien vouloir excuser le format complètement original et improvisé de ma communication. En effet, j'ai appris il y a quelques Céline et années. Andrea, on vous entend si vous pouvez couper votre micro, pardon. Excusez-nous. Oui, de toute façon, on a dû couper parce que le son est effectivement très bas. Il y a quelque chose qui ne passe pas entre la présentation. Donc voilà, je suis désolé pour les gens dans la salle qui entendront pas beaucoup. On observera le silence ici dans la salle et on reprend le diaporama. Excusez-moi. C'est pas possible de sélectionner un moyen de transport qui m'aurait permis d'être là le lendemain matin. C'est déjà sélectionné, hein. Donc forcément, je crois. Hein. Oui, donc, non, excusez-moi, il y a une question, mais là on va écouter comme ça et. Ce matin. Au bureau et notamment me permettre d'effectuer ma présentation et de retarder de 24 heures. De fait, même si à titre tout à fait personnel, j'adhère à l'idée de la transition, il me semblait tout de même important de faire la promotion des transports longue distance en effectuant ma communication devant vous en direct à l'intérieur de la. Du coup, je tiens à vous réitérer toutes mes excuses pour mon absence, ainsi que le format enregistré de ma communication. Alors, avant de commencer, peut-être ma présentation, j'aimerais quelques instants pour remercier l'ensemble du comité d'organisation du colloque pour leur préparation, pour leur aide, alors que nous connaissons le contexte compliqué, notamment le cas pour tout ce qui a trait à la recherche scientifique. Ceci étant dit, et ces remerciements étant formulés, je vais essayer aujourd'hui d'entretenir dans le cadre de ce colloque portant sur le contexte lié à la transition écologique des émotions comme la colère utilisées ou engagées dans le discours dirigé vers la transition. Plus précisément, avec vous, j'aimerais me demander si l'utilisation de ces émotions, notamment comme la colère, demeure compatible avec l'incitation efficace à une transition écologique. Pour ce faire, j'effectue une analyse du pathos dans le discours numérique de Félicien Bogaerts et d'Aurélien Barraud. Dans cette communication, je vous propose donc, dans un premier temps, de présenter la manière dont s'est constitué mon corpus d'études. Dans un second temps, j'aborderai avec vous la présentation du concept de pathos par le prisme aristotélicien et de l'école rhétorique de Bruxelles. Je vais tâcher de la représenter ici devant vous. Et enfin, dans un dernier temps, comme vous le voyez, et avant de conclure, je vais tâcher d'inscrire les usages de la colère et de la peur, ainsi que leur efficacité vis-à-vis de l'appel à une transition écologique dans une perspective justement rhétorique. Alors justement, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse particulièrement au discours écologiste, notamment en ce qu'il suscite un peu de manière paradoxale, à la fois des variations très conflictuelles et en même temps parfois très consensuelles, voire politiquement correctes. C'est assez intéressant d'observer ça dans les discours et dans les débats. Enfin, j'essaie de me pencher sur la manière dont ces phénomènes s'incarnent dans des figures de militants généralement assez jeunes et plutôt même féminins. De fait, à la croisée de toutes ces questions, j'ai souhaité, dans le cadre de ma thèse, étudier la manière dont les trois preuves techniques s'incarnaient dans la rhétorique écologique. À ce titre, avec d'autres chantiers d'ailleurs, j'avais déjà eu l'occasion de travailler lors d'un précédent colloque du GIAS, la question de l'éthos de certains militants écologistes à l'ONU. J'ai eu l'occasion d'effectuer une démarche similaire, mais à propos du logos, à travers la figure rhétorique de l'ekphrasis, et ce, dernièrement dans la revue Exercice rhétorique, qui est parue cette année.
Pour ce qui relève de cette communication, j'avais donc choisi d'attirer mon attention sur l'utilisation du pathos dans le discours écologique, et particulièrement la forme raccourcie de ces discours que l'on peut trouver sur des médias Internet comme celui de Brut, dont je reviendrai sur la particularité. Très vite, ce sont les figures de Félicien Bogaert et d'Aurélien Varro qui se sont détachés dans la mesure où leur soutien à l'idée d'une décroissance emportait un nombre de phénomènes rhétoriques très intéressants sur lesquels voilà, je souhaiterais revenir. Je dois le dire d'emblée, en travaillant dans le détail du corpus de ma communication, je me suis rendu compte que la comparaison des deux discours était rendue difficile en raison du bouleversement qu'a constitué la crise du Covid, et notamment ses liens avec les émotions de peur ou d'angoisse. Sur cet élément, j'aborderai, ou en tout cas je tâcherai d'aborder ce point dans la suite de l'analyse parce que ça me paraît tout à fait crucial. Alors, dernière remarque introductive au sujet de la sélection de mon corpus, puisque celui-ci se concentre sur un média en particulier, à savoir Brut, qui vise un auditoire assez jeune, dont le format des vidéos est assez court. Je pense d'ailleurs que c'est une question connexe ici que je soulève, mais que les deux sont liés. Les formats de vidéos généralement ne dépassent pas les 3-4 minutes, et quand c'est le cas, quand on tourne autour des 8 minutes, généralement Brut regroupe ces vidéos sur une branche de son média qui est consacrée justement au reportage plus long, et qui concentre les vidéos de ce genre, liées à ce genre de format. Pour les fondateurs, ça me paraît important de le préciser. Si on pense à Guillaume Lacroix, par exemple, ou Renaud Levalquin, ou alors à quelqu'un comme Laurent Lucas, qui est assez proche du réalisateur Luc Besson, ce sont toutes des personnalités qui tournent autour ou ont gravité autour de la chaîne Canal+, notamment des producteurs ou des réalisateurs du Grand Journal, par exemple. Leurs médias, bien évidemment, et j'en parle à d'autres points, concentrent des vidéos assez régulièrement vues. Enfin, voilà, certaines vidéos et certaines périodes ont pu tourner autour des 100 millions de vues, enfin, de boucles, parce que c'est donc des vidéos qui tournent en boucle. Et c'est d'ailleurs à partir du moment où ils ont commencé à effectivement avoir ce nombre considérable de vues, et donc de toucher ce nombre assez considérable d'utilisateurs, que ce média se dirigeait vers une forme d'internationalisation avec des collaborations, qu'elles soient chinoises par exemple ou anglaises. Je vous propose, afin de clarifier les outils d'analyse de ma communication, peut-être de repartir du concept donc, de pathos. Et pour bien être clair, il faut commencer par dire que le pathos, c'est l'émotion qu'on va tâcher de susciter chez l'auditoire. Il faut donc faire une représentation réaliste des gens en face de nous. Et il faut aussi choisir les émotions qui conviennent aux situations selon le genre de discours et à la personnalité d'éthos de l'orateur. Par exemple, la pitié, l'indignation, la peur, l'envie, le ressentiment, comme moteur politique, les sentiments d'impuissance, par exemple, de fierté ou autre. Tout ça sont des éléments liés au pathos. Et d'ailleurs, ce dernier couple, honte, fierté, n'est pas l'égal du blâme ou de l'éloge, car le blâme est une émotion qui implique un bouc émissaire. Chez Aristote, le pathos, c'est entendu comme un moyen de preuve, au même titre que le logos et le pathos. On a là une triade assez classique chez lui, qui est à la disposition de l'orateur, afin de créer une disposition à l'action chez les personnes qui composent le discours. Plus précisément, il a défini comme la disposition des auditeurs quand
leurs émotions sont excitées par les discours. Alors, il continue dans son livre sur la rhétorique, en expliquant qu'il est manifeste que l'emploi de ces moyens est à disposition de celui qui est en état de connaître les émotions de façon à saisir la nature et la qualité de chacune d'elles, ainsi que son caractère et les conditions de son origine. De fait, Aristote invite toute personne désireuse de comprendre la dynamique humaine de se demander quel est l'état d'esprit qui permet cette émotion, contre qui elle est dirigée, et puis surtout pour quel motif elle est activée. Ainsi, par exemple, en prenant comme objet la colère, il écrit qu'on doit, au sujet de la colère, voir dans quel état d'esprit sont les gens en colère, pour quelles personnes ils le sont d'habitude et pour quel motif. Alors, je dirais que dans une perspective de l'analyse normative de la rhétorique, le pathos, il est classiquement entendu au sens de sentiment. Un sentiment qu'il faudrait d'ailleurs opposer à la raison. Le problème, c'est qu'en se basant sur des détails de traduction qui n'ont pas échappé, par exemple, à quelqu'un comme Pierre Chiron, dans l'extrait que je vous ai cité à l'instant, l'école rhétorique de Bruxelles, dans laquelle je me situe, préfère parler d'émotions mises au service de la rhétorique entendue comme l'art de persuader. Alors, cet art de persuader, il consiste à, pour paraphraser Aristote, à créer une disposition de l'esprit à l'action dans une perspective qui intègre la complexité de l'humain. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que, avec l'appui des sciences psychologiques et neurologiques, qui ont connu un développement tout à fait remarquable depuis 30 ans, nous savons prouver aujourd'hui qu'il n'est pas possible de distinguer dans le cerveau humain ce qui relève de façon hermétique de la raison d'un côté et des émotions de l'autre. Ces deux choses sont au contraire mêlées de façon si inextricable, je dirais qu'il semble illusoire de vouloir continuer à les distinguer tout en marginalisant les émotions et surtout en les opposant sous forme de passion à la raison. D'ailleurs, la question des émotions dans un discours nous intéresse au plus haut point et on ne peut pas simplement réduire cette question à un simple synonyme de manipulation. Ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Alors, au cœur des émotions, on trouve la colère et son corollaire, l'indignation. Alors, peut-être afin de resserrer les termes de ma recherche, je me suis concentré dans un premier temps davantage sur la colère que sur la peur. Si je reviens un peu sur la définition classique, celle-ci s'obtient par la présentation de situations qui paraissent injustes à l'auditoire, c'est-à-dire qui offensent l'idée que chacun se fait de la notion de justice. Mais cette émotion importante présente aujourd'hui des traits assez différents, voire très différents de la façon dont les anciens la concevaient, par exemple. Sur ce sujet, Emmanuel Damblanc a proposé d'établir une généalogie sur laquelle j'ai basé une analyse et que vous trouvez d'ailleurs en image sur la diaporama que je vous projette à l'instant. Si je synthétise, en repartant de l'Antiquité, elle distingue trois grandes strates, sur lesquelles je vais tâcher de revenir brièvement. Suivant une description matricielle qu'en donne Aristote, sur une toile de fond d'un monde qui est véritablement vécu comme à la fois juste et commun, cette notion, la colère et l'indignation, est décrite comme une émotion qui est honnête. Ensuite, dans une deuxième strate, l'ancrée dans la modernité, marquée par ce qu'elle est convenue d'appeler le désenchantement du monde, c'est une expression qui est reprise à Marcel Gauchet, transforme à l'occasion la colère et l'indignation en ressentiment. C'est une analyse qu'on va trouver par exemple chez Cynthia Fleury dans son dernier livre Sigillaire en 2000. La rhétorique elle est caractérisée par une sortie du monde juste et une sortie du monde commun qui se cherche du coup, qui essaie de trouver un nouvel horizon. Quand on regarde l'époque contemporaine, dans un dernier temps, on voit qu'elle a tâché de digérer
la perte de ce monde juste et donne à l'indignation la forme surprenante de l'indifférence. Cette indifférence, elle pourrait être le témoin d'une sortie du monde commun, c'est du moins une hypothèse que pose Emmanuel Danglon et que nous faisons ici dans le cadre de cette présentation, que nous faisons nôtre. D'ailleurs, cette analyse se fonde notamment sur 3 ouvrages qui essaient de revenir sur la possibilité, c'est la possible évolution du sentiment de la colère et de l'indignation, comme accouchant d'une ère de l'indifférence. De ces 3 livres, on a d'abord celui de Luc Boltanski, La souffrance à distance, qui est paru en 1993 et qui traite de la possibilité pour une parole sur la souffrance d'effectuer un véritable passage à l'action. Celui de Raphaël Micheli, qu'on trouve ici au centre de la diaporama, l'émotion argumentaire, qui a été publié en 2010, retrace la manière dont les émotions sont construites dans les discours parlementaires au sujet de la peine de mort depuis au moins 3 siècles. À l'intérieur de ce livre, du dernier livre aussi que je vous présente, La bonne raison des émotions, écrit par Christian Plantin, il s'appuie sur une étude de la guerre de Yougoslavie en 1992 et il entend, à l'intérieur de cet ouvrage, aborder les émotions par le biais de la raison, sans de fait, ce que je disais tout à l'heure, opposer fondamentalement ces 2 termes. Alors, une fois le cadre conceptuel de ma communication fixé, je vais tenter de comparer les stratégies développées par les orateurs de mon corpus au sujet de la construction de la colère et de l'indignation. Alors, je fais ici un bref rappel. Félicien Bogart, c'est un animateur de radio, de télévision, un vidéaste, un militant écologiste belge. Il a tout juste 24 ans et il a lancé en 2017 sur Facebook et YouTube la chaîne Le Biais Vert. Je vous invite à consulter. Et c'est notamment lui, en 2018, qui a popularisé le fameux slogan « Je peux pas, j'ai climat ». Il a participé en 2019 avec Youth for Climate et le réalisateur Uli Naders à l'action Occupy for Climate. Et il est un partisan, je dirais, explicite de la décroissance et d'une forme d'économie qui est plutôt sociale également. Aurélien Barraud, de son côté, est un professeur de physique et de philosophie française. Oui, j'ai fait une bêtise. À l'Université de Paris-Istanbul. Il a écrit évidemment plusieurs livres et articles sur la question de la métaphysique, de la vérité, des trous noirs. Et en 2019, avec la comédienne Juliette Binoche, il lance un appel à lutter contre la crise écologique. Un texte qui sera d'ailleurs signé par des scientifiques, des artistes. Et en 2020, il rédige une autre tribune internationale qui sera cette fois également signée par des prix Nobel, mais aussi des stars, et dans laquelle les problèmes de l'écologie sont abordés de manière systémique. Je dirais, pour compléter cette présentation, que Aurélien Barraud est assez proche du mouvement antiraciste et antispéciste. Alors, à l'intérieur des vidéos produites par Brut, celle de Félicien Bogart, sur laquelle je me suis évidemment concentré, on peut distinguer 4 grandes phases de son discours. On a tout d'abord une phase de diagnostic. Je le cite, par exemple, il dit cette crise est une condamnation du modèle économique et plus globalement de l'organisation de la société industrielle moderne. En d'autres termes, c'est un diagnostic, une déclaration officielle par laquelle ce modèle est nuisible et coupable. Donc ça, c'est cette première partie. Il pose un véritable diagnostic sur l'état de la société. De ce diagnostic, il tire plusieurs conséquences. À la fois, une conséquence liée plutôt à une récession, mais qui devrait être repensée, selon lui, comme
une forme de décroissance et surtout la présence d'un exemple historique sur lequel je vais revenir, qu'on appelle en rhétorique un paradigme, et qui est vraiment la pièce centrale de son dispositif rhétorique qui sert en réalité de moteur à l'appel à l'action qu'il va d'ailleurs expliciter en dernière partie. Avant ça, il repose des bases d'une redéfinition de la décroissance qu'il assimile à un retour à une forme d'histoire longue de l'humanité. Ce faisant, Félicien Bogaert s'emprunte un ethos d'expert qui donne de l'espoir, qui rassure face à des problèmes écologiques très, très graves, des défis et à l'urgence d'une transition écologique. Et son intervention, comme je l'ai dit, est conclue par un appel à l'action qui propose de lutter, de lutter ensemble pour un monde qu'on mérite, si je comprends ces mots exacts, et enfin de s'organiser afin de reprendre le volant du capitalisme qui, selon lui, est laissé à un chauffard complètement fou. Donc ça, c'est pour les 4 parties de son discours. Et on voit que, voilà, particulièrement le nœud discursif de son intervention tourne autour de l'exemple historique sur lequel je vais revenir. Alors on le voit, la clé du dispositif rhétorique vis-à-vis du passage se joue par la mise en scène d'un exemple historique véhiculant de la peur. Ici, on reprend l'idée de la crise économique de 2008. Et cet argument constitue, et c'est ce qu'on appelle un paradigme en rhétorique, c'est-à-dire un exemple. Alors, Aristote donnait justement une illustration de ce qu'est justement le paradigme en prenant la situation du potentiel tyran Denis. Alors, Denis, c'est un personnage important de la Grèce antique, et Aristote disait à propos de lui qu'il aspirait à la tyrannie puisqu'il demandait une garde. Or, autrefois, et c'est là l'exemple historique qu'utilise Aristote, Pisistrate avait également demandé une garde, et quand il l'avait eu obtenu, eh bien, il était devenu un tyran. Et donc cet argument suppose, pour déployer ses effets émotionnels au maximum, de s'appuyer sur un principe rhétorique essentiel, là encore décrit par Aristote, c'est que les arguments, je vais les citer, les arguments par les fables sont plus faciles à se procurer, mais les arguments par les faits historiques sont le plus légitimes pour la délibération, car le plus souvent, l'avenir ressemble au passé. Alors concrètement, dans le discours de Félicien Bogaert, le paradigme pouvant susciter une indignation face à un désastre sert d'effet de dévoilement d'une réalité qui semble positive. On a, puisqu'il dit, je le cite ici dans l'extrait, on a aussi enregistré une diminution drastique du gaz à effet de serre, mais qui est tout autre, puisqu'on a pollué plus encore. Justement, ce couple conceptuel opérant la dissociation de notions entre l'apparence d'un côté et la réalité de l'autre, notamment analysé par Perelman et Lucien Braque, et réinjecte une dose d'idéalisme nécessaire à la proposition à l'action. De ces réponses-là, cette partie du discours vient asseoir un dispositif déjà entamé dans l'introduction du discours, par lequel Félicien Bogaert revenait sur les apparences des bonnes nouvelles climatiques apportées par la crise Covid, tout en pointant les effets de retardement réel déclenchés par celle-ci. Alors là encore, l'effet de dévoilement renforcé par l'utilisation multiple de mots liens, effectivement, du mode conditionnel et même, se permet un jeu de mots sur les signes CY et les signes SIGNE. Tout ça vient augmenter l'émotion de colère et d'indignation qui va, dans le cadre d'un discours délibératif, servir le passage à l'action, mais pas seulement, et je vais revenir là-dessus. Je reviens là-dessus parce que, comme le souligne Ingrid Mayer et Emmanuel Torblon, le dit à Barama, l'exemple historique
peut aussi être utilisée dans une fonction autre que délibérative. C'est-à-dire qu'elle remplit un rôle de cohésion qui confine à l'épidictique, c'est-à-dire un discours dans lequel on essaye de créer pas l'adhésion à une idée utile ou inutile, non pas une défense de quelqu'un qui serait juste ou injuste, mais à la création d'un être collectif. Alors, ça dessine du coup un horizon d'attente entre une direction générale pour l'ensemble des décisions d'une communauté, et c'est cette forme utopique que l'on retrouve dans les chartes et les déclarations de la modernité. Cette fonction épidictique, ajoutée à la fonction délibérative du paradigme, se voit renforcée par la description d'une catastrophe qui est à venir. Et à ce titre, à partir de recherches que j'ai pu effectuer moi-même dans un livre apparaître en 2022 aux éditions Academia, il serait peut-être plus intéressant de parler d'anti-utopie, parce que la catastrophe n'est pas encore achetée et qu'il est possible de l'éviter. Là, deux traits liés à la dystopie. Donc, ici, il convient peut-être mieux de parler d'anti-utopie plutôt que de dystopie, mais l'analyse en termes à la fois de discours qui tendent vers le délibératif et des techniques est évidemment très très intéressante ici. Et de fait, pour conclure, même si nous ne présentons pas en détail, nous pouvons au préalable déjà annoncer que le discours d'Aurélien Barraud se distingue de celui de Félicien Bogart, parce que la description de la situation présente correspond davantage à une catastrophe en fait. Une catastrophe qui est continue, vis-à-vis de laquelle peu d'espoir semble perdu. En cela, l'exemple historique de 2008, comparé aux effets climatiques de la crise Covid, ne répond plus ni à l'effet de développement évoqué tout à l'heure, ni à la possibilité de communiquer une forme d'espoir par, je ne sais pas, par exemple, l'évitement d'une situation anti-utopique qui permet de basculer vers une utopie positive. En cela, je me suis aperçu au cours de ma recherche que la longévité de la crise Covid rendait caduque la comparaison entre deux discours trop éloignés dans le temps l'un de l'autre, la rupture engendrée par une forme d'imaginaire de la société saturée par la catastrophe sanitaire, en ce qu'elle charrie de colère, d'indignation ou de peur. Tout ça rendait difficile une comparaison honnête de celle du discours, mais néanmoins, notre présentation, ma recherche, aura permis de constater l'aspect tout à fait singulier de la prise de parole de Félicien Bogart, qui, sans pour autant pouvoir retourner au monde des anciens, sans pouvoir et sans peut-être même le vouloir, n'en construit pas moins une stratégie discursive d'utilisation des émotions liées à la colère et à l'indignation, tout à fait classique en réalité. Alors, ça dessine là un chantier tout à fait passionnant, de facto, parce qu'il dénote, je dirais, une utilisation traditionnelle de la rhétorique qui suppose le retour à un monde à la fois juste et commun, dans une époque pourtant marquée par l'absence de ces deux termes. Du coup, se pose dès lors la question de savoir si cette forme rhétorique de discours destiné aux jeunes est réellement porteuse d'un monde commun, voire d'une possibilité d'un retour à l'utopie. Et surtout, est-ce que cette forme est suffisante pour constituer un remède efficace à l'indifférence généralisée vis-à-vis des questions de la crise climatique et surtout de la question de la transition. Du coup, tout en vous proposant des pistes bibliographiques principales sur lesquelles j'ai axé ma présentation, je tenais à vous remercier d'avance chaleureusement de votre écoute et vous prie de bien vouloir comprendre et utiliser le format quelque peu original et singulier de ma présentation aujourd'hui. Je vous remercie.